Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous donne des outils pour mieux vivre avec vos problèmes de santé. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans Soigne-toi, je vous aide à mieux comprendre ce que vous vivez et vous propose des pistes pour mieux vous soutenir. Pour chaque épisode, vous pouvez retrouver une version écrite complémentaire aux propos développés dans ce podcast sur le site Glyfactory. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 22e épisode de Soigne-toi. Comme pour le précédent, nous allons parler de l'entourage aujourd'hui. En effet, dans l'épisode 21, je vous avais parlé des difficultés à être compris. J'avais axé cet épisode plus sur votre interlocuteur, sur pourquoi il ne pouvait qu'appréhender qu'une petite partie finalement de votre expérience, même avec la meilleure volonté du monde, et surtout ce qu'il se passait dans la tête des personnes qui niaient vos difficultés, ou qui remettaient en question votre maladie, qui vous jugeaient, qui vous donnaient des conseils pas toujours bienveillants. Donc l'épisode d'aujourd'hui va plutôt s'axer sur vous, sur ce que vous ressentez quand l'autre ne vous comprend pas, sur ce besoin que l'on a, en tant que personne vivant avec une maladie chronique, d'être compris, d'être entendu, sur ce que cela recouvre réellement, et surtout plus concrètement, je vais vous donner quelques pistes pour mieux faire face à ces réactions d'incompréhension ou de rejet que peut avoir l'entourage, et pour ne pas être aussi démuni, déstabilisé quand ça vous arrive, pour vous apprendre à construire finalement d'autres ressources pour faire face à vos difficultés. Alors première chose, pourquoi vous avez besoin d'être compris ? Vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette question stupide que tu nous poses, Aurore ? La réponse va de soi. Parce que vous vous sentez seul, parce que vous vous sentez démuni, parce que c'est dur, parce que vous pouvez plus mener votre vie comme avant et que du coup vous êtes peut-être dépendant des autres, donc il est important qu'ils vous comprennent, que vous êtes peut-être dépendant des institutions, donc il est important que les autres, que les institutions puissent vraiment comprendre ce que vous vivez, et peut-être vous vous dites, j'ai perdu toute mon autonomie et du coup il faut que je puisse compter sur mon entourage, tout simplement. En fait c'est vital pour vous, puisque vous ne pouvez peut-être plus faire vos courses, vous pouvez peut-être plus vous occuper de vous-même, plus vous occuper de vos enfants, etc., etc. Donc bien sûr, cette réponse va de soi, et c'était pas vraiment le sens de ma question. Le sens de ma question, et c'est le pourquoi du podcast aujourd'hui, c'est que je vais aborder ça sous un autre angle. Parce que je pense que comprendre ce qui se passe réellement en vous, c'est-à-dire ce qui donne réellement lieu à cette détresse qui peut être extrêmement forte et qui peut ajouter une couche de souffrance extrêmement importante, de la souffrance psychologique, émotionnelle en plus de la souffrance physique, quand l'autre ne nous comprend pas, en fait, c'est tout autant un besoin comme ceux qu'on vient d'évoquer précédemment, mais c'est presque surtout, selon moi, initialement un besoin physiologique. Et je vais vous expliquer ça tout de suite, et pourquoi je vais vous l'expliquer ? Parce qu'en vous expliquant vraiment ce qu'il va se passer en vous, pourquoi pour moi c'est avant tout une stratégie de survie physique, physiologique avant d'être un besoin psychique, vous allez pouvoir mieux comprendre les pistes que je vais vous donner en fin d'épisode pour savoir finalement comment compenser le manque de soutien de votre entourage si c'est ce que vous vivez. Donc pour vous parler de tout ça, je vais repartir sur les travaux de Stéphane Porges, qui est un scientifique dont je vous ai déjà pas mal parlé dans ce podcast. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, pas mal parlé dans certaines vidéos. Sur mon site également, j'ai fait quelques articles sur lui. De toute façon, je vous mettrai tout dans les notes de l'épisode et je vous mettrai tout dans la description si vous m'écoutez sur YouTube. Stéphane Porges, c'est un scientifique qui est le père de ce qu'on appelle la théorie polyvagale, qui est une théorie qu'il a développée lui-même liée au fonctionnement de notre système nerveux autonome. Et qui nous explique comment fonctionne le système nerveux autonome, les différentes branches du système nerveux autonome, et comment celui-ci va s'activer quand on se perçoit en sécurité, et va s'activer quand on se perçoit menacé, comment ça impacte notre physiologie. Mais ce que je vous ai peut-être pas encore expliqué, ou en tout cas pas dans le podcast, c'est qu'il y a une des branches de notre système nerveux qui va s'activer principalement quand on se sent en connexion avec l'autre. Cette branche-là, Stéphane Porges l'a appelée le système d'engagement social, c'est la branche ventrale de votre nerf vague. Alors, la branche ventrale de votre nerf vague, je vous en ai déjà parlé, elle s'active quand on se sent en sécurité, elle va avoir un impact primordial sur la bonne régulation de votre système nerveux, spécifiquement sur la récupération après un stress,
après un traumatisme, après une douleur forte, puisqu'elle va activer le système nerveux parasympathique. En tout cas, elle va le moduler de façon plus correcte pour vraiment que votre organisme puisse être équilibré du mieux possible. Mais cette branche-là, elle va aussi avoir un impact très important sur la variabilité de votre fréquence cardiaque. Alors, tout ceci, j'en ai déjà parlé dans pas mal d'articles. Donc je vous mettrai les articles en note si vous ne savez pas ce qu'est la variabilité de la fréquence cardiaque, si vous ne savez pas l'impact sur la santé. Bon, en tout cas, ça a un fort impact sur votre santé. Et pourquoi je vous parle de ce système d'engagement social et de fonctionnement de votre système nerveux autonome, c'est que tout simplement, cela explique pourquoi, physiologiquement, nous avons besoin, en tant qu'être humain, pour nous sentir bien, pour nous sentir en sécurité, nous avons besoin de cet échange et de cette compréhension avec l'autre. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le besoin d'être compris, c'est tout autant un besoin physiologique qu'un besoin psychologique. Et souvent, on pense que ce n'est qu'un besoin psychologique. Et on passe à côté de toute une partie, et du coup, de nombreuses choses qu'on pourrait mettre en place pour se soutenir, pour soutenir notre système nerveux, et qui pourraient nous aider à faire face à l'aspect psychologique. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'il se passe quand vous recevez finalement une oreille attentive de la part de l'autre et pourquoi ça vous fait du bien, pourquoi ça vous soulage, pourquoi vous recherchez ça, en tout cas physiologiquement qu'est-ce qu'il se passe. Je vais évoquer avec vous 4 aspects. Le principe c'est pas de vous noyer d'informations, c'est vraiment de vous expliquer les différentes choses qui se mettent en place dans votre corps pour qu'ensuite vous puissiez trouver différentes pistes pour pallier finalement, pour mimer entre guillemets ces effets par un autre biais. Quand malheureusement, votre entourage n'est pas présent et n'est pas aidant. Donc premièrement, ce qui fait que quand l'autre vous écoute, vous vous sentez mieux, c'est une fonction de décharge. C'est-à-dire que ça vous permet de décharger l'émotion. Parler à l'autre, c'est une façon d'aider votre système nerveux à se réguler. Pleurer aussi. Vous mettre en colère aussi, même si je ne vous conseille pas de vous mettre en colère pour vous calmer contre l'autre, parce que c'est une stratégie qui, au final, risque d'être un petit peu délétère, parce que, en plus, vous allez culpabiliser derrière, puis ça va créer d'autres problèmes, mais voyez le principe. L'émotion, quand elle est forte, quand elle est présente, quand vous vivez des moments difficiles, elle a besoin, et ça je vous l'avais expliqué dans le podcast sur les émotions, elle a besoin, à un moment donné, elle monte en charge, de pouvoir se décharger. On va prendre la métaphore du seau. C'est comme un seau qui serait rempli à ras-bord, où il n'y aurait plus du tout d'espace. Et c'est un peu ce qui se passe avec votre système nerveux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace, et que du coup, vous activez les mécanismes de défense, et en les activant, ça va créer encore plus de déséquilibre, parce qu'il n'y a plus d'espace pour traiter toute cette information, pour tout processer, pour réguler tout ce qui se passe dans votre corps. Et en fait, le fait de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir décharger votre émotion, vos difficultés, c'est comme si vous vidiez le seau. C'est-à-dire que vous allez faire de l'espace dans votre système nerveux. Ça permet vraiment d'aider le système nerveux à se réguler, d'où le fait que retenir ses émotions n'est jamais une bonne option sur le long terme. Le deuxième aspect, c'est que le fait de se confier, le fait d'être entendu sans jugement, va vous aider à mieux réguler votre système nerveux par le biais de ce qu'on appelle la corégulation. La corégulation, c'est le fait que notre système nerveux va se réguler avec le système nerveux de la personne avec qui on interagit. Et que les deux vont s'influencer de manière mutuelle dans la communication, bien sûr sans qu'on en ait conscience. Et quand vous êtes dans une position où vous allez vous confier à l'autre, vous allez être entendu sans être jugé, ça va donner l'information à votre système nerveux que c'est sécure de vivre ce que vous vivez. Puisque le système nerveux de l'autre, comme il ne réagit pas, comme il ne juge pas, comme il est bienveillant envers vous-même, son système nerveux va être dans un état de calme, va être dans cet état où il va activer, lui de son côté, le système vagal ventral, et comme il accueille ce que vous dites sans donner de signe de détresse, ça donne finalement un feedback à votre système nerveux, ça donne l'information, on appelle ça des indices de sécurité. Il va se dire, la personne reçoit cette info et n'y réagit pas. Alors quand je dis n'y réagit pas, ça veut dire que la personne continue à être doux, à être sécurisant, à être bienveillant. Donc en fait, tout simplement, ça donne l'information qu'il n'y a pas de menace. Et ça va aider de manière indirecte votre système nerveux à mieux se réguler.
Troisième aspect, le fait d'être en lien avec l'autre dans une relation de confiance, d'attachement, de soutien, ça va stimuler la production de l'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est une hormone dont je vous ai déjà parlé dans, je crois, le 4e épisode de Soigne-toi, qui est sécrétée par votre cerveau quand vous prenez soin de quelqu'un, lors de relations intimes. C'est l'hormone de l'attachement avec son enfant, par exemple, pour les mamans. Donc quand les mamans allaitent, elles ont beaucoup d'ocytocine, ou c'est l'hormone aussi que l'on a quand on est amoureux. L'ocytocine, ça va avoir une action apaisante sur votre organisme et sur votre cerveau, ce qui va également vous aider en cas de détresse, en cas de difficulté. Donc maintenant qu'on a vu les effets positifs sur votre santé d'une écoute bienveillante de la part de l'autre, que faire quand ce n'est pas le cas ? Que faire quand votre entourage ne vous écoute pas, vous fait des reproches, vous juge, vous donne des conseils qui sont pas forcément bienveillants, vous soutient pas? Comment pallier à ce manque et créer les mêmes effets finalement physiologiques en vous? Parce qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez bien qu'il est logique que le manque de soutien, que les jugements soient très déstabilisants pour vous, que ça crée beaucoup de détresse, donc psychologiquement, mais également sur votre physiologie, parce que votre système nerveux, finalement, il perçoit tout le temps qu'il y a une espèce de menace potentielle, il est toujours en alerte. Il vit des choses difficiles, il ne peut pas décharger toutes les difficultés de ce qu'il vit, et en plus, il est dans une espèce d'alerte de dire « je ne peux pas me confier à l'autre, l'autre n'est pas sécurisant », et la relation n'est pas sécurisante. Donc c'est un cercle vicieux à un moment donné qu'il faut casser pour pouvoir réaccéder à cette branche de votre système nerveux qui va vous permettre de vous apaiser et surtout de mieux réguler toutes les fonctions physiologiques de votre organisme. Donc je vais vous donner quelques petites pistes, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous de les adapter pour voir ce qui résonne pour vous et de trouver avec votre propre fonctionnement ce qui pourrait résonner pour vous. Donc la première chose, le premier conseil que je me permets de vous donner, c'est d'arrêter de blâmer l'autre. C'est d'arrêter de vouloir être compris de lui à tout prix. C'est faire le deuil du fait qu'il est en capacité, pour l'instant, de vous comprendre. Alors je sais c'est difficile, et d'autant plus pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment, et d'autant plus que la majorité d'entre nous, on a appris depuis l'enfance à s'auto-réguler au contact de l'autre, et ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait sain. Et je sais très bien qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il faut pas blâmer l'autre, qu'il faut arrêter de vouloir être compris, on n'est pas plus avancé, parce que c'est pas une question de volonté, et parce qu'en plus c'est un besoin, comme je vous l'ai expliqué, qui est un besoin qui est câblé en nous, physiologiquement parlant et neurologiquement parlant. Mais déjà, avoir conscience qu'en continuant à se positionner dans la posture de « j'ai vraiment pas de chance, l'autre me soutient pas, et s'il m'aidait, ça serait plus facile », si mon ami pouvait être là, ça serait plus facile, et mes amis m'abandonnent. Et dans cette position-là, ça va pas changer votre situation, et ça risque surtout de vous faire sentir encore plus démuni, encore plus impuissant, encore plus résigné au fait que votre situation est catastrophique, bref, encore plus mal. Parce que votre réalité, que vous le vouliez ou non, aussi difficile soit-elle, c'est celle-ci. Et pour toutes les raisons évoquées dans le précédent épisode, vous aurez beau changer votre comportement, vous aurez beau répéter différemment les choses, vous aurez beau vous épuiser finalement à dire vos besoins, si la personne ne veut pas entendre, si la personne met des résistances en place, si elle ne veut pas comprendre, cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas en changeant votre comportement que vous changerez quelque chose, et pour le coup, vous risquez juste de vous épuiser encore plus. Vous ne contrôlez pas ce que pensent les autres. Vous ne contrôlez pas leurs réactions. Vous ne contrôlez pas leur jugement, vous contrôlez encore moins leurs pensées. Donc la première étape, c'est déjà peut-être consciemment de voir comment vous pouvez faire la paix avec ça. Comment vous pouvez être ok avec le fait que personne ne peut comprendre votre expérience. Alors je sais que c'est douloureux, je sais que ça réveille énormément de choses en soi, je sais que ça réouvre certaines blessures pour certains, mais c'est selon moi la première étape pour vous épargner une souffrance encore plus grande, encore plus durable, parce que si l'autre ne comprend pas, vous n'allez pas le changer à la force de la volonté. Alors une fois que je vous ai dit ça, j'ai bien conscience que ça ne change pas votre problème, puisque le besoin d'être compris, le besoin d'être soutenu, comme je vous l'ai dit tout au long de cet épisode, c'est aussi un besoin physiologique, et c'est un besoin qui est ancré dans le fonctionnement même de votre système nerveux. Donc vous avez besoin d'être compris. Mais si ça ne peut pas se faire dans le cas d'une corégulation avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, à ce moment-là, il faut trouver une autre stratégie.
il faut que vous puissiez mettre en place une nouvelle stratégie qui sera plus utile pour vous dans cette situation, pour vous soutenir, pour vous aider, pour mieux faire face. Alors bien sûr, la première chose que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de vous faire aider dans ce cadre-là. C'est de vous faire aider par un professionnel, par un psychologue, par un thérapeute qui est à même de vous proposer des outils pour faire tout ce que je vais vous citer par la suite comme différentes petites pistes pour vous aider à finalement devenir votre propre ressource et pour pallier le fait que votre entourage n'est malheureusement pas à l'écoute. Et même en dehors du fait que votre entourage n'est pas à l'écoute, je dirais même pour quelqu'un pour qui l'entourage est à l'écoute, je pense que les pistes que je vais vous donner peuvent être intéressantes puisque ce n'est pas forcément non plus le rôle de l'entourage de toujours être là pour finalement ramener de la sécurité en vous, ramener de la réassurance en vous, et c'est vrai que ça peut être intéressant pour vous aussi d'apprendre à le faire par vous-même, à construire vos propres ressources, à trouver vos propres stratégies, des stratégies différentes pour faire face à toutes ces difficultés qu'amène la maladie et pour pouvoir trouver par vous-même comment vous soulager, comment vous apaiser. Alors je vous ai construit un petit plan en différentes étapes, mais après, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui ne résonne pas, et surtout, n'hésitez pas, avec tout ce que je vous ai expliqué au-dessus, à voir comment vous pouvez construire vos propres ressources pour pallier à tous les aspects que je vous ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place qui peut m'aider à décharger mon émotion d'une autre manière que de la décharger par rapport à l'autre. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider finalement à avoir cette corrégulation même quand l'autre n'est pas là? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir créer cette ocytocine même si l'autre n'est pas là, même si je n'ai pas un lien d'attachement avec quelqu'un pour pouvoir le produire et m'aider à le créer en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus connectée, pour me sentir plus en sécurité? C'est à ces questions-là qu'il faut que vous puissiez répondre par vous-même pour pouvoir trouver et créer des ressources pour vous aider. Donc dans ce que j'ai noté moi, la première chose vraiment qui me paraît primordiale, c'est d'identifier comment vous fonctionnez. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe en vous quand vous vivez une situation difficile et surtout quelle stratégie vous utilisez. Alors je sais que vous ne l'utilisez pas consciemment, que ce ne sont pas des stratégies conscientes, mais justement, cette fois-ci, fonctionnez un petit peu différemment et de prendre le temps de faire une petite pause quand ça vous arrive et de voir quelle est l'impulsion qui arrive. Est-ce que l'impulsion, ça va être de décharger la colère sur quelqu'un, d'avoir une émotion très forte de tristesse et d'avoir envie de se confier à quelqu'un, d'avoir envie que quelqu'un nous prenne en charge? Qu'est-ce qui vous vient? Quelles sont les pensées qui vous viennent? Quelles sont les émotions qui vous viennent? Quelles sont les actions? Quelles sont les impulsions? Quels sont les comportements que vous avez envie d'avoir dans ces moments-là? Et de noter également qu'est-ce qui vous soulage, c'est-à-dire quand vous êtes dans des situations de détresse, qu'est-ce qui vous soulage? Qu'est-ce qui vous apaise? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui enlève un tout petit peu, même ne serait-ce qu'un tout petit peu de charge à vos difficultés? Est-ce que ça passe forcément par l'autre? Est-ce que ça passe par le fait d'aller tout de suite chercher sur internet de l'information sur votre pathologie pour vous rassurer? Est-ce que ça passe par le contrôle? Est-ce que ça passe par le fait d'aller sur un groupe de patients parce que vous avez besoin de voir comment les autres fonctionnent et comment les autres réagissent? Est-ce que vous avez besoin de vous plaindre à la personne avec qui vous vivez? Par quoi ça passe pour vous? Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier, une fois que vous aurez posé tout ça, quelle stratégie j'utilise. Est-ce que ma stratégie, elle nécessite forcément de tourner mon regard à l'extérieur, soit d'aller vers l'autre, soit d'aller chercher de l'information? Est-ce que je me sécurise de cette manière-là? Et il est fort possible que ce soit le cas, parce que c'est comme ça qu'on s'est construit en général, et c'est comme ça que tout le monde se construit, puisqu'on se construit en interaction avec notre environnement, et souvent on a tendance à se sécuriser, à trouver des manières de se sécuriser extérieures à nous. Et là, pour pouvoir pallier justement à ce manque de compréhension de votre entourage, à cette situation difficile que vous vivez, l'idée c'est de construire de nouvelles stratégies, et dans ces nouvelles stratégies, de construire surtout des stratégies, on va dire, plus internes, c'est-à-dire des stratégies où vous allez être capable de vous sécuriser par vous-même, où vous allez être capable de vous rassurer par vous-même, où vous allez être capable d'apprendre à vous apaiser par vous-même. Alors vous allez me dire comment on fait ça. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de toute façon de longue haleine, c'est un travail de répétition, c'est un travail d'apprentissage, parce que souvent c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je parle de travail, mais c'est vrai que je devrais plus parler vraiment d'apprentissage, parce que on n'a pas à mettre de force ou de volonté là-dessus,
Et c'est vrai que le faire avec un professionnel, ça aide toujours. Mais je vais quand même vous donner l'idée, le cheminement de tout ça. La première chose, ça va être d'essayer de construire vos ressources personnelles. C'est-à-dire d'essayer de trouver en vous un espace où, dans cet espace, vous êtes en sécurité, où vous êtes rassuré, où il ne peut rien vous arriver. De pouvoir créer cet espace-là en vous, de pouvoir créer cet ancrage de sécurité en vous. Ça va passer pour des choses très très différentes. Pour certains, on peut s'aider de l'imagination. Pour d'autres, on peut s'aider de choses qu'on a vécues précédemment. Pour d'autres, on peut s'aider, pour le coup, de choses extérieures à nous. La deuxième étape, c'est de pouvoir faire une pause quand vous ressentez ce besoin-là d'aller vous confier à l'autre. Ce besoin vraiment viscéral que l'autre comprenne et cette colère qui vous monte quand l'autre ne comprend pas. De faire une pause, de voir ce qu'il se passe en vous, de voir ce que vous ressentez, en fait de faire la pleine conscience, c'est-à-dire de pouvoir appuyer sur pause au moment où ça arrive dans l'instant présent. Et à ce moment-là, dans cet instant-là, au lieu d'utiliser cette stratégie d'aller vers l'autre, de faire un choix, de prendre conscience déjà qu'il y a un choix, qui est est-ce que je pars dans le schéma dans lequel je pars tout le temps, c'est-à-dire je vais me confier à l'autre, il ne comprend pas, je suis déçue, finalement je n'ai pas l'apaisement que je voudrais, etc., etc. Ou est-ce que j'essaye une nouvelle stratégie, c'est-à-dire j'essaye de rentrer en contact avec moi, j'essaye de voir comment je peux me sécuriser par moi-même, même si c'est difficile, même si c'est complexe, même si je ne sais pas comment faire, j'essaye. Donc déjà de poser ce choix-là, et de voir comment vous pouvez engager ce dialogue avec vous pour pouvoir retrouver cette connexion avec vous. Alors pourquoi je parle de connexion ? Parce que je vous avais parlé du système d'engagement social où on se connectait à l'autre et le fait de se connecter à l'autre, à son système nerveux pouvait nous aider à nous réguler. Mais le fait de pouvoir se connecter à soi-même aussi, il a été montré que quand on était connecté à soi-même, connecté à ses besoins, ou les gens qui étaient par exemple dans un état de gratitude, etc., produisaient de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le lien d'attachement à l'autre, mais vous pouvez, par la bienveillance avec vous-même, provoquer également ce petit shoot d'ocytocine qui va vraiment vous aider à mieux faire face. Et là, sur le comment, ça va être différent pour chacun. L'idée de base, je vous explique le cadre, c'est vraiment de pouvoir créer un espace en vous de ressources personnelles, un espace où vous pouvez finalement vous connecter à vous, dans ce que vous êtes en dehors de la maladie, dans ce qui compte pour vous, dans vos valeurs, dans qui vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, et pouvoir vous connecter à cette personne en vous, finalement sage, qui sait ce qui est bon pour vous. Alors je sais c'est compliqué, dit comme ça, mais ce qu'il faut savoir c'est quand on part comme ça dans ces stratégies où on a besoin que l'autre nous rassure, quand on est complètement insécure, quand on se sent menacé, c'est nos systèmes de défense qui parlent, ce n'est pas vous. Et l'idée, c'est de pouvoir créer ce dialogue entre cette personne qui est en paix, cette personne qui est calme en vous, et cette personnalité que vous avez quand vous êtes dans une situation où vous êtes stressé et où vous avez l'impression qu'il faut vraiment que l'autre soit présent pour pouvoir vous aider à vous réguler. Je ne souhaite pas que ce podcast dure des heures, donc je vous laisserai faire vos propres recherches pour voir vous qu'est-ce qui vous permettrait de faire ça, mais rapidement, je vous donne 2-3 petites choses. Pour certains, ça va être de faire de ce qu'on appelle le journaling, c'est-à-dire de faire tout simplement d'écrire vos états émotionnels et de faire comme ça, d'engager un dialogue intérieur avec vous en fonction de ce que vous écrivez, parce que ça va vous permettre de décharger, parce que ça va vous permettre au bout d'un moment de vous rassurer aussi, parce que ça va permettre de poser les choses, parce que ça va permettre d'être en connexion avec vous. Pour d'autres, il y a des techniques finalement psychothérapeutiques, il y a différents supports, différentes techniques, différentes psychothérapies qui peuvent vous aider à faire ça. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'IFS, qui est un courant psychothérapeutique qui va aider à prendre du recul, à faire un travail de pleine conscience sur soi et prendre du recul sur nos réactions automatiques et engager ce dialogue intérieur. Pour d'autres, ça va passer par exemple par des techniques comme l'EFT qui va permettre, avec le tapotement, de pouvoir engager ce dialogue aussi intérieur et de pouvoir s'apaiser soi-même. Pour d'autres, ça va passer par l'hypnose. D'autres, ça va passer par des pratiques corporelles comme le yoga, le tai chi, etc., etc. Le tout, c'est de vous reconnecter à vous et de trouver une stratégie en vous, une stratégie intérieure pour vous permettre de mieux vous réguler au moment où la difficulté se présente. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aider de support extérieur pour retrouver cette sécurité que vous avez perdue, parce que tout ce qui va permettre d'encourager la connexion avec vous et le fait de ne pas fuir la situation
va être bénéfique. Donc à vous de voir ce qui parle, ce qui résonne. Pour certains, ça va être une certaine musique qui va permettre finalement de les remettre dans cet espace de connexion à eux. Pour d'autres, ça va être d'aller marcher dans la nature. Pour d'autres, ça va être des activités créatives qui va leur permettre de se sentir connectés à eux, à leur ressenti, à leurs besoins, d'être leurs propres ressources. Ça va être très différent chez chacun. L'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui vous met en sécurité, qu'est-ce qui vous permet de vous sentir plus connecté avec vous, qu'est-ce qui vous permet surtout de vous sentir plus bienveillant avec vous-même, parce que quand vous avez ce sentiment d'être bienveillant, d'être doux avec vous, en général, c'est aussi un signe, un marqueur que vous êtes en train de produire l'ocytocine. Donc voilà, trouvez ce qui fonctionne pour vous, trouvez surtout qui peut vous aider à construire ça en vous, qui peut vous accompagner dans ce cheminement-là, parce que seul, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours simple, mais vous avez déjà quelques petites pistes pour vous aider à mieux faire face et pour vous aider justement à mettre moins de pression sur les épaules de votre entourage et à prendre plus de recul quand, malheureusement, le retour de l'entourage n'est pas là. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous annonce qu'on se retrouve fin août et tout le mois de septembre pour le format capsule qui reprend pour cet été. Et avec le podcast Soigne-toi, on se retrouvera donc de nouveau dans 2 mois. Sur ce, je vous dis donc à très très bientôt, bonnes vacances et prenez soin de vous. Au revoir. Voilà, c'est fini pour ce 22e épisode de Soigne-toi. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura apporté des pistes pour mieux faire face aux réactions de votre entourage, pour mieux faire face aux difficultés. Si ce podcast vous a été utile, comme d'habitude, je vous le rappelle, vous pouvez m'aider en le partageant, en mettant un petit j'aime si vous m'écoutez sur YouTube ou un commentaire. Et si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast, tout simplement, il vous suffit juste d'aller mettre une évaluation pour me permettre d'optimiser mon référencement. Je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt, au revoir.